Bienvenue à l'Immigran, organisme communautaire à but non lucratif créé par Madame Henriette Bondon en 2017. C'est donné pour mission d'accueillir et d'aider les nouveaux arrivants à bien s'intégrer dans leur pays d'adoption. Les services offerts par Bienvenue à l'Immigran touchent particulièrement les femmes. Les femmes, nous savons, sont les piliers de la famille. Les femmes ont toujours eu à se battre pour se faire non seulement reconnaître, mais accepter avec leur leadership, avec leur expertise, avec leurs compétences. En effet, aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. Les femmes se sont toujours battues pour obtenir ce qu'elles pensent y avoir droit, comme par exemple le droit de voter. Le droit de voter qui est par exemple l'un des faits à l'origine de la Journée internationale des femmes, qui est célébrée le 8 mars de chaque année. C'est dans ce cadre qu'aujourd'hui nous recevons une femme extraordinaire, Madame Florette Ndongé, qui est non seulement une femme qui s'est battue, qui a su faire son chemin, se frayer un chemin dans le monde de l'enseignement et dans le communautaire. En effet, Florette, elle est présidente de l'organisme EPEM Canada pour la région du Québec. Madame Florette, bonjour. Bonjour, bonjour Ève. Et bienvenue sur le plateau de Bienvenue à l'Immigran. C'est un plaisir pour moi et je suis très heureuse d'être ici et que vous ayez pensé à moi pour cette invitation. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Vous êtes immigrante originaire du Cameroun, où vous avez effectué toutes vos études. Vous avez obtenu des diplômes universitaires. Vous êtes arrivé au Canada en 1998 et malgré vos diplômes universitaires obtenus au Cameroun, vous êtes tout de même allé à l'Université de Montréal pour faire sociologie. Ouais. Et après vous vous êtes réorienté, je dirais, dans l'enseignement. Et vous avez obtenu votre diplôme d'enseignante du secondaire et en 2008. Et 4 ans plus tard, vous avez obtenu votre maîtrise en didactique. Exact. J'ai bien résumé. Je pense que tu as fait un travail formidable pour savoir qui je suis un peu. Mais je peux approfondir. D'accord. Mais je voudrais déjà savoir, vous avez commencé en sociologie, ouais. Mais vous avez dévié pour aller dans l'enseignement. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a fait changer de cap aussi en chemin? Moi, je suis allée, pas parce que j'avais choisi dès le départ de faire sociologie. Je dois commencer par vous dire que je suis issue d'une mère enseignante qui a fait toute sa carrière et d'où ma source déjà. Dès le bas âge, j'ai compris que j'allais être enseignante. Donc, quand j'étudiais même au Cameroun, en Afrique, c'était clair pour moi que je devais être enseignante. Donc, quand j'arrive ici au Canada, je vais aller à l'université pour devenir enseignante. Sauf que lorsque j'appelle l'Université de Montréal pour essayer de m'inscrire en enseignement, je reçois le message comme quoi je ne pouvais pas m'inscrire en janvier, pour commencer en janvier. Je pense qu'au mois de novembre, fin octobre-novembre, j'appelle, on me dit, ben, vous pouvez rentrer à l'université. Mais vous allez plutôt commencer, vous pouvez vous inscrire en novembre pour commencer en janvier. Et il se trouve qu'en enseignement, c'est impossible de commencer en janvier. Donc, les nouvelles inscriptions sont acceptées pour l'automne. Alors, je me suis dit, eh bien voilà, il faut que je m'inscrive quelque part. C'est un tremplin. Et pour moi, c'était tout naturel d'aller en sociologie parce que je savais que j'allais comprendre l'humain pour pouvoir continuer à œuvrer pour l'humain. Ben justement, œuvre pour l'humain. Vous êtes présidente de l'organisme EPEM Canada pour la région du Québec. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cet organisme? Ce que vous faites,
c'est quoi que ça apporte comme service à la population dans le communautaire? Oui, moi je suis aussi vouée à la réussite des jeunes, de par ce que j'ai fait professionnellement. Il se trouve que Aide-moi Canada est un organisme à but non lucratif. Je dois avouer que c'est vraiment, et je suis très émue d'en parler parce que depuis quelque temps, on est aussi partenaire avec l'EAI, notamment le volet jeunesse. C'est vraiment de travailler pour aider les jeunes à s'épanouir. Comment? Ben, s'épanouir à travers la langue française au Canada dans l'ensemble. Aide-moi Canada est né il y a 5 ans de l'initiative avec une collaboration avec l'organisme Spelling Bee of Canada. Donc, c'est vraiment de mettre les jeunes dans des situations de compétition, de travailler avec la langue française et de faire en sorte que les jeunes soient compétents, non seulement à l'école, parce qu'ici au Québec, on étudie en français. Et moi, je suis enseignante de français. Il se trouve que mes jeunes ont le français comme 3e, 4e langue parlée à la maison et doivent être scolarisés en français et réussir. Et le problème, c'est qu'ils avaient un manque crucial, vraiment un manque crucial de vocabulaire, de lexique, etc. Donc le français était constamment en déclin. Et Aide-moi Canada, que je connais en 2019, à travers Gabrielle Gaveni, me donne l'opportunité de travailler le vocabulaire auprès des jeunes en fournissant à peu près 400 mots aux jeunes qui s'inscrivent, en leur permettant d'aller évoluer, travailler ce vocabulaire, l'orthographe lexicale dans les clubs d'épellation qu'on donne à peu près une fois par semaine ou 2, dépendamment des écoles où ça se passe, et bien sûr développer ainsi non seulement la capacité linguistique des jeunes en français, mais aussi leur leadership, la compétence à communiquer oralement devant le public sans gêne, parce que plus tu as un vocabulaire, une capacité linguistique développée, plus tu te sens à l'aise à parler devant le public. Donc c'est ainsi qu'on développe la littératie auprès des jeunes, les mots pour parler, les mots pour dire ce qu'on ressent, les mots pour s'épanouir, les mots pour entreprendre. Donc c'est comme ça que les jeunes tranquillement se développent. Puis là, ça se termine avec un concours où, bien sûr, il y a des incitatifs. Ça permet aux jeunes de gagner un petit peu, puis de savoir que oui, j'apprends des mots, je deviens bon en français, je deviens bon à l'école, je réussis, mais je peux aussi gagner un peu parce que j'ai gagné l'estime de soi, j'ai gagné un peu d'argent pour m'acheter des choses, j'ai gagné aussi des cadeaux, j'ai gagné la fierté d'être bon. Et ça, c'est quelque chose que on sait qu'en éducation, la confiance qu'un jeune développe en soi peut lui permettre d'affronter tout. C'est pas seulement l'éducation, c'est pas seulement pour les jeunes, mais on sait que la confiance en soi permet de franchir tous les obstacles de la vie. Oui, tout à fait. En effet. Mais vous avez parlé des incitatifs. Est-ce que vous avez parlé du concours? Est-ce que tous les jeunes qui participent au concours, chacun a quand même un prix, même s'il n'a pas réussi, n'a pas gagné le concours? Est-ce qu'il y a quand même des prix de présence pour tous les participants? Je dois dire déjà aussitôt qu'un jeune s'inscrit dans mon programme d'Aide-moi Canada, je le considère champion. Ça, vous savez, tout c'est dans l'art de communiquer. Est-ce que tu es un champion ou tu es un perdant? Pour moi, c'est un champion. Dès le départ, pour moi en tant qu'enseignante, je veux que le jeune se mette dans cette posture du champion. Ça, c'est clairement l'esprit que je veux qu'il développe. Ça, c'est un gain. Et ça, c'est le plus important pour moi en tant qu'enseignante, en tant qu'éducatrice ou en tant que mère. Qu'un jeune se considère champion, peu importe. Et par la suite, ceux qui vont se présenter au concours, bien sûr, il y a toujours des certificats, des attestations de participation avec lesquels ils retournent chez eux. Et au final, on va voir 3 personnes qui gagnent des vrais prix monétaires.
Okay? Le concours, c'est pour les jeunes de 6 à 14 ans, le concours d'épellation en tant que tel, mais il y a d'autres activités pour les plus vieux qui peuvent aller jusqu'à 18 ans. Donc, tous les jeunes qui participent au concours quittent de là avec quelque chose, un gain, peu importe. Ça peut être un gain en esprit, un gain matériel, un gain parce que tu as un certificat de valorisation. Et parfois, les commanditaires vont offrir aussi à ces jeunes-là des petits présents qui vont retourner chez eux. Parfois aussi un trophée, parfois aussi un médaillon. Il y a beaucoup de petites choses qu'on va offrir aux jeunes à l'effigie de Paiement Canada. Et Paiement Canada étant axé sur les jeunes, justement, et BAI a une section jeunesse. Et certainement, la section jeunesse de BAI, c'est, disons, comme une cellule ou un plateau qui donne la possibilité aux jeunes de vraiment s'exprimer, de prendre la parole, d'exprimer leur opinion, de faire des choses qui les inspirent. Donc la collaboration avec Paiement Canada, je pense que ce sera une collaboration gagnante pour les jeunes. Donc nous sommes déjà contents de vous avoir comme partenaire. Tout à fait, oui. Je peux en profiter pour dire que EMC est en train de préparer un symposium pour les jeunes l'année prochaine. Et je tiens fortement à ce que toute la jeunesse PAI en fasse partie. Le symposium, c'est de plus pour pousser le potentiel des jeunes à l'explorer déjà, à se conscientiser de tout leur potentiel. Puis de comprendre que c'est une jeunesse qui peut entreprendre. Comment faire ton plan d'affaires, comment créer ton entreprise. Ça, c'est toutes sortes de choses que tranquillement, je lance comme ça, mais c'est vraiment quelque chose que je prépare pour l'année prochaine pour les jeunes Québécois, issus de l'immigration ou pas, bien sûr, en collaboration avec l'Ontario. Et j'attends que ça se concrétise et j'ai assez hâte parce que c'est très excitant comme projet. C'est un gros projet et c'est vraiment un projet assez intéressant parce que intéresser les jeunes très tôt aux affaires, ça permet aussi que nos jeunes restent dans, je pourrais dire, entre guillemets, dans le bon chemin et qu'ils ne soient pas tentés par les faits que nous connaissons tous les jours dans la société, l'intimidation, la délinquance juvénile. Donc, c'est vraiment un très beau projet et nous félicitons d'ailleurs pour ça. À vous entendre parler, c'est quelque chose qui vous prend quand même assez de temps. Mais je sais que vous êtes maman de 4 enfants, vous êtes une femme mariée, vous allez à l'école par ailleurs, et vous avez votre travail. Comment vous faites pour concilier tout ça? Qu'est-ce qui vous motive tant à donner de votre temps à l'organisme? Ah mon Dieu, c'est la passion pour l'humanité, pour la jeunesse. Le fait de vouloir que tout le monde, tous les jeunes que je rencontre réussissent. Moi, je crois à l'éducation, je crois à la jeunesse, et je crois qu'ils peuvent vraiment briser toutes les frontières du monde. Et je pense que c'est de la limite. Et c'est ça qui me motive un peu, parce que moi, ce qui fait en sorte que oui, c'est un gros défi quotidien de pouvoir allier travail, famille, implication communautaire. Ce n'est pas facile, j'avoue. Je le prends comme un défi personnel. Beaucoup d'organisation, parfois de sacrifices. Et oui, mais je me sens épanouie dans ce que j'ai fait. Parce que je me dis, c'est l'inspiration de montrer à toutes les jeunes, toute la jeunesse plutôt, que en tant que femme, en tant que personne, on est capable de faire ce qu'on veut si on a la volonté de le faire. On peut y arriver. Il faut juste s'organiser comme il faut. Peu importe les différents chapeaux que je porte, je pense que l'organisation, c'est la clé de votre pour arriver à la réussite tant bien que mal. Je ne veux pas être... Vous avez dit en tant que femme. Et justement, le 8 mars de chaque année, c'est la célébration, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et chaque année, il y a un thème. Et cette année au Canada, le thème, c'est l'inspiration au féminin. Est-ce que ce thème a un écho pour vous? Est-ce que c'est... Je ne sais pas, est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous vous sentez en phase avec ce thème? Oui. Je pense que
moi j'ai parlé d'inspiration tout à l'heure. C'est comme si on a une télépathie un petit peu. L'inspiration au féminin, c'est pour moi tout à fait naturel. C'est quoi inspirer? Inspirer, c'est vraiment juste servir d'exemple, de modèle. Permettre aux gens de se dire, ben, aux plus jeunes, moi, pour moi, c'est ça. Aux plus jeunes de se dire, oh voilà, telle personne m'inspire, je m'aimerais faire comme elle, ou voir plus. Parce que moi, quand j'œuvre pour que les jeunes réussissent, je veux pas qu'ils soient juste comme moi. Je veux qu'ils aillent au-delà de ce que je suis, parce qu'ils ont plus de potentiel. Je pense qu'il suffit juste de leur tenir la main. Et les femmes, je pense, sont des personnes, ont des valeurs qui sont vraiment très inspirantes. Le partage, l'empathie, le sens de la protection de l'humanité. La femme est une personne qui enfante. Et lorsque tu fais des êtres humains, de cette façon-là que tu les pas, parce que les hommes aussi enfantent, mais pas de la même façon. Quand une femme porte un être humain, le met au monde, le nourrit, tient sa main, ben là, ça te donne un certain pouvoir d'inspiration que nul ne saurait avoir. C'est naturel. Et je pense que chaque année, ça devrait être ça le thème. Mais bien sûr, il faut varier. Les femmes sont toujours inspirantes pour l'humanité. Et d'ailleurs pour les entreprises, pour l'éducation, l'éducation que ce soit à la maison, que ce soit au travail comme ce que j'ai fait, mais l'éducation de la vie dans son ensemble. Ouais. Vous avez presque répondu à ma question suivante, parce que vous avez parlé du pouvoir des femmes. Et aujourd'hui, on retrouve les femmes dans presque tous les domaines. Ouais. Donc, les femmes se font entendre dans le domaine de la politique, dans l'économie, dans la société, donc un peu partout. Est-ce que, au vu de ce fait-là, est-ce que vous pensez que les femmes ont un pouvoir social et économique dans la vie? Est-ce que, dans la société, dans la vie de tout le monde, je veux dire, dans la société, est-ce qu'elles ont un impact, comme on pourrait dire, un pouvoir économique et social? Ça va de soi pour moi, en fait. Ça va de soi parce que la femme est purement sociale. D'ailleurs, l'économie, même si une femme ne travaille pas, elle tient l'économie familiale, déjà dès le départ. C'est elle qui tient sa maison. Au-delà de toute chose, au-delà de tenir la maison, juste à quel point les femmes sont polyvalentes. Elles sont devenues chefs d'État, elles sont devenues chefs d'entreprise, elles sont devenues enseignantes. Ça, c'est quelque chose qu'on va dire que c'était déjà dans l'âme, parce qu'on dirait que l'histoire de l'éducation, à un moment donné, on pensait que ce sont les femmes qui devraient être là à éduquer. De nos jours, c'est à peu près à 80%. Les enseignants sont des femmes, et tout le monde sait ce que ça veut dire. Tout le monde passe dans l'éducation. Tout le monde passe par l'école. Alors, les femmes ont donc ce pouvoir. Au-delà d'éduquer, elles sont devenues des leaders internationaux. Que ce soit dans les entreprises, on va regarder là, si on commence par circuler dans une rue commerciale, combien de femmes ont des commerces? Des commerces qu'elles ont créés dans tous les domaines. Donc, économiquement parlant, ça c'est quelque chose de fort. Alors, on ne parle pas de gros commerces, mais il y a des petits commerces, mais il y a aussi des grosses entreprises. Alors, je ne sais pas, je peux prendre plein d'exemples des femmes de pouvoir ici dehors. Ici au Québec, par exemple, Marois a été chef premier ministre du Québec. Ici, en ce moment, vous avez Dominique Anglade qui est chef de parti libéral en ce moment. Ça, c'est pour les femmes au Québec. Mais ici, à Montréal, on a la mairesse Laplante. Partout dans le monde, on a eu Angela Merkel qui a dirigé l'Allemagne pendant combien d'années? Les femmes ont ce pouvoir. Nul ne punit. On est parti de l'émancipation. Moi, la journée de la femme, pour moi, c'est ça. C'est de dire que on est parti de très loin.
Mais ce n'est pas fini. Alors, il faut continuer à se battre pour s'épanouir, pour prendre la place qui nous est due. En effet, vous dites qu'on est parti de très loin. Oui. Donc, ça veut dire que vous avez quand même un grand parcours derrière vous. Oui, personnellement. En effet, en tant que femme et aussi immigrante, parce que vous êtes une immigrante, vous avez certainement dû faire face à beaucoup de défis sur votre parcours. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des défis que vous avez eu à surmonter et des stratégies? Comment est-ce que vous avez fait pour aplanir tous ces obstacles sur votre route? C'est sûr que mon plus gros défi ici, c'était de m'intégrer au Québec. Si je prends les défis de base, lorsque j'ai grandi, je suis née dans un petit village au Cameroun. Un petit village où j'ai grandi d'ailleurs pendant... À l'ouest du Cameroun? À l'ouest du Cameroun, dans lequel j'ai grandi jusqu'à l'âge de, je pense, 17 ans. C'était pas facile en tant que jeune fille d'aller à l'école, de se dire que oui, je ne vais pas me marier à tout prix. Et ça, c'est un défi parce que lorsqu'on voit une jeune fille grandir, étudier, puis surtout quand tu as à peu près 17-18 ans, les gens commencent à regarder que tu devrais te marier. Donc juste ce défi-là de dire non, parce que moi, je me souviens, quand j'ai eu mon bac, je pense que j'avais 17 ans, ou même pas 18 ans, 17 ans, il y a quelqu'un qui voulait m'épouser. Je vais aller voir mes parents. Je voudrais épouser. C'est jeune? Oui, j'étais jeune. Je dis, ben non, maman, je veux pas me marier. Je vais à l'école, là. C'est ce que je dis. Donc ça, c'est déjà un défi à mon âge, de dire non. Parce que j'ai grandi en Afrique. Ça, c'est un défi en tant que femme, en tant que jeune fille. En tant que jeune fille, à cet âge-là, défie tes parents parce qu'on doit obéir à nos parents, nos valeurs traditionnelles de feuille. Donc, moi, je dis non à mes parents. Je dis non. Et puis, c'était déjà ça. Puis, je dis, ben là, je vais m'inscrire à l'université. Une chose pour moi, j'avais une maman aussi qui comprenait, mes parents qui comprenaient. Bon, est-ce que, ok, si tu vas à l'université, on va t'inscrire là. Puis oui, je me suis battue, corps et âme, j'ai travaillé fort. Moi, je me suis dit, dans notre pays où le taux de chômage est assez élevé pour la jeunesse, mon gros défi, c'est vraiment de me battre en tant que femme, puis de décrocher un emploi comme enseignante. Ça, c'était mon défi. Donc, quand je m'en vais à l'université, c'était pour ça. Et là, ma stratégie, comme je dis, c'était juste de me mettre au travail. De me mettre au travail. Parfois, je me souviens qu'à l'époque, on travaillait parfois jusqu'à 2h, 3h du matin avec des amis pour juste comprendre et réussir. Ça n'était pas facile, mais on l'a fait. Et par la suite, je me suis dit, je pourrais immigrer dans un autre pays pour avoir une meilleure éducation. Ça, c'était un combat. Alors, travailler, bienvenue à l'immigrant ici. Aujourd'hui, on aide beaucoup les immigrants à s'intégrer. Mais à mon époque, je n'avais pas aussi cette aide-là. Lorsque j'arrive ici, j'avais d'autres défis. D'autres défis parce que quand tu penses t'arrives ici, tu te dis, oui, j'ai quand même étudié. J'aimerais, moi, on m'a toujours dit que l'éducation avec ça, je me souviens, Nelson Mandela, c'est un leader qui m'a toujours marqué. Il a dit toujours, et je retiens, l'éducation est l'arme avec laquelle on peut tout combattre, la pauvreté, toutes sortes de préjugés. Alors, moi, je me suis dit, là, je veux juste me former. Donc, ma stratégie à moi, c'était de me former et d'être patiente, de comprendre ce qui se passe autour de moi. Et là, je sais que je suis parfois très effondrée, je n'ai pas souvent peur de cogner aux portes. J'ai beaucoup de difficultés à me faire dire non. Mais ça, c'est un défaut. Mais j'apprends à vivre avec ça aussi, c'est un défi. Mais ça m'a beaucoup aidé dans la vie de me dire, je peux faire quelque chose et je vais toujours foncer vers où je veux aller. Parce que, encore, Nelson Mandela, si tu rêves,
tu dois gagner en étant persévérant. Donc ça c'est clair pour moi. J'ai toujours persévéré et c'était ça. Ce sont les stratégies qui m'ont permis d'avancer. Ici, les défis, on parle de quand tu arrives, tu as déjà le défi du climat, maintenant le défi d'être intégré, je parlais tout à l'heure. Moi, pour moi, c'est beaucoup dans l'éducation et le défi de chercher par où aller, cogner à quelle porte, tu sais pas. Mais j'ai toujours fait ça et j'ai réussi à un moment donné à trouver des portes ouvertes par où je voulais. À vous entendre, on ressent beaucoup de détermination Oui. au cours de votre parcours, beaucoup de courage aussi. Oui. Donc, vous avez déjà parcouru tout ça. Et il y a des jeunes qui vous regardent. Et il y a des jeunes qui certainement vous admirent aussi, qui admirent votre courage, votre détermination. Si on vous disait, on vous donne une deuxième chance pour que vous repreniez votre parcours, est-ce qu'il y a des choses que vous ferez autrement? Est-ce que vous changerez votre approche? Est-ce qu'il y a des choses que, avec tout ce que vous avez déjà vécu là, et que si vous avez une deuxième chance de recommencer, est-ce qu'il y a des choses que vous allez changer ou bien que vous allez faire autrement? C'est sûr que c'est une meilleure organisation. Parce qu'avec le temps, j'ai compris qu'il fallait s'organiser davantage et tout passe par là. Donc, au début, je touchais à tout pour essayer de tâter à gauche et à droite pour trouver ma voie. Mais j'ai appris avec l'âge, le temps, l'expérience et probablement les études que j'ai faites qu'il est important de prendre le temps de choisir ce qu'on veut exactement pour arriver. Aujourd'hui, j'ai fait des choix. J'ai fait des choix en connaissance de cause. Mais si j'ai quelque chose à dire aux jeunes, c'est vraiment la première des choses, c'est de savoir ce qu'on veut. De se donner donc ses objectifs et de trouver les moyens clairement pour y arriver. Et c'est ça j'aurais pu faire parce que parfois, il y a d'autres choses que j'ai essayé de faire qui n'ont peut-être pas fonctionné. Je n'ai pas parlé de ça aujourd'hui, mais il y a des choses que j'ai fait, ça n'a pas fonctionné, puis j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que j'étais dispersée. Donc, si je me dis, j'ai telle chose à faire, j'ai tel objectif, je me donne un temps. Aujourd'hui, on parle des objectifs SMART. Donc, je me donne un objectif, j'ai une visée. Je me donne ces objectifs que je priorise et je trouve un temps. Je me dis, à tel moment donné, il faut que j'ai terminé avec cela. Je me donne les moyens pour y arriver. Il y a ça. Autre chose que j'ai appris maintenant, c'est, j'ai toujours voulu faire ça. Parfois, ça peut être difficile, mais c'est vraiment de collaborer. Okay? Aujourd'hui, je cherche constamment de se dire, on ne peut pas réussir seul certaines choses. Certaines choses que je n'ai pas réussi parce que peut-être j'ai fait seul ou je n'ai pas demandé de l'aide. Okay. Mais aujourd'hui, je me dis, il est impossible de fonctionner seul dans un monde où c'est plein d'idées. Puis il faut vraiment regarder les personnes autour de toi qui ont les mêmes objectifs et vous bâtissez ensemble. Ça, pour moi, c'est clair. Et tout le leadership d'aujourd'hui au féminin doit se bâtir auprès de cette solidarité pour avancer tranquillement, ensemble, pour faire tomber tout ce qui nous barre le chemin. C'est ce que je dis. Ouais. Mais j'ai une dernière question. Vous avez parlé tantôt du défi que vous avez dû relever en tant que jeune fille. Ouais. Et nous savons que dans nos sociétés, donc, la société nous apprend ou bien veut nous mettre dans un canevas que la jeune fille, tu vas à l'école jusqu'à un certain niveau et puis il faut que tu te maries. Oui. Parce que la jeune fille qui n'est pas mariée dans nos sociétés, c'est une personne qui a raté sa vie, comme si la jeune fille, la femme de demain, est destinée juste à se marier. Ouais. Donc, pour qu'elle ait une vie réussie, il faut qu'elle soit mariée. Ouais. Je suis certaine qu'il y a plein de jeunes filles qui ont des ambitions, mais qui sont toujours un peu enfermées avec ce modèle de société, mais au fond d'elles, elles ont des ambitions qui ne cadrent pas avec cela. Qu'est-ce que vous direz à ces jeunes filles?
Moi, je dirais à toutes les femmes, même les jeunes filles déjà, qui sont plus jeunes, vraiment, dès le secondaire, d'explorer leur potentiel déjà, en tant que personne, de ne pas exister parce qu'on est l'épouse d'une personne, d'un homme. Tu dois exister en tant que toi-même, en tant que personne, d'être fière de ce que tu es. Puis de te dire que tu as tes propres projets, tu peux entreprendre, tout est possible. C'est pas parce que tu es mariée à un homme que tu vas être très heureuse. Au contraire. Au contraire, parfois, ça peut être l'enfer. Ouais. Ça peut être l'enfer. Exact. Oui. Avec la violence conjugale qu'on vit. Oui, il y a des personnes en couple qui sont très heureuses. Ça n'empêche pas d'être épanouie. Ça ne veut pas dire que plus tard, je ne pouvais pas avoir un conjoint parce que je n'ai pas eu un conjoint à cet âge-là. Non, j'ai choisi. Tu dois faire tes propres choix en tant que personne et de les assumer. Si je choisis d'aller me marier, ce n'est pas la société qui devrait me l'imposer. C'est parce que j'ai choisi de le faire et que je me sens à l'aise avec cela. Si je choisis d'aller être une étudiante continue, et c'est ce que j'ai dit aux jeunes, la clé de tout, c'est l'éducation. Tout part de là. Knowledge is power. Exactement. C'est le pouvoir, tu te donnes le pouvoir de tout faire, d'agir, de convaincre, de faire ta place. Avec l'éducation, tu peux devenir une femme épanouie. Quand je parle aujourd'hui, le 8 mars, une journée internationale de la femme, je sais que beaucoup de femmes vivent encore opprimées dans la violence conjugale. J'ai vraiment une pensée pour ces personnes-là et de se dire comment est-ce que ces femmes peuvent trouver le moyen de sortir de toute cette oppression? Comment elles peuvent s'épanouir? De savoir qu'il y a autre chose à vivre que de vivre sous le joug de toute une société. Parce que je parle de société. Moi, je ne vais pas blâmer qui que ce soit, mais je blâme la société entière dans laquelle ces personnes évoluent. Oui, parce que ce sont les valeurs qui leur font comprendre que c'est bien, que c'est normal de vivre comme ça, d'être battu, que ce soit de subir la violence. C'est vraiment des valeurs, vous voulez dire? Oui, ce sont des valeurs de la société. Donc, tout est culturel. Alors, si je vis ici aujourd'hui, puis je sais que je peux faire ce que j'ai envie de faire, et de savoir où sont mes limites, bien sûr, je peux aussi comprendre qu'il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Et si je pouvais faire tout ce que je peux pour les aider, je le ferais. BAI vous dit merci pour votre participation. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je tiens à remercier déjà BAI de m'avoir invité parce que c'est une tribune pour causer avec toi. Et c'est toujours un plaisir de le faire, de m'avoir permis de parler d'Épanouir Canada. Je pense que les parents qui m'écoutent aussi aujourd'hui doivent comprendre que c'est un organisme dévoué à la jeunesse canadienne, québécoise, et que tous ces parents ne doivent pas hésiter à inscrire les jeunes dès l'âge de 6 ans pour pouvoir participer à nos programmes d'éducation en langue française, bien sûr, parce que nous savons qu'au Québec. Au Québec, c'est le français. Oui. Donc, c'est ça. Puis, visitez surtout notre site internet, Oui. www.épanouircanada.ca, et vous allez trouver une foule d'informations à ce propos. C'est sûr qu'on choisit ces combats. Je peux aider les femmes, c'est clair, mais je peux aider les jeunes femmes. Parce que je sais très bien qu'elles vont partir avec des bonnes bases. Effectivement. Et foncer la tête toute droite, la tête haute, et de prendre leur place. C'est ça que je veux pour la jeunesse. Nous arrivons au terme de notre causerie. Donc, c'était Madame Lolé Florette de Épanouir Canada. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine causerie. Merci et bonjour.